Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, les Jeux Olympiques Paris 2024 qui ont pris fin le week-end écoulé et à l'heure du bilan, eh bien, les États-Unis confirment leur statut et poursuivant leur séjour en tête du classement des médailles. La France, pays hôte de ces Jeux, reste dans le top 5. Le Bénin, vous le savez, devra lui attendre encore 4 années pour espérer fêter sa première médaille olympique de l'histoire. Et dans le même temps, il y a un de ses fils qui assure la sécurité de la flamme olympique. Son nom, Jacob Niaoui. Nous le recevrons dans cette émission en direct depuis l'Hexagone. Ce sera dans notre rubrique Grand Angle. D'une rubrique à une autre, notre fenêtre exclusivité de ce soir mettra la lumière sur la boxe béninoise. Ce sera avec un grand témoin en plateau, le président de la fédération béninoise de la discipline, M. Pierre Léonard Renvi. Monsieur Renvi, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir permis de retrouver ce plateau auquel j'étais très habitué. Voilà. Et puis, en football, nous ferons un clin d'œil aux clubs qui porteront cette année l'étendard du Bénin dans les compétitions continentales. Ils seront jetés dans le grand bain le week-end prochain et nous en parlerons dans un instant. Voilà le sommaire de cette aventure de ce soir. Et pour cette aventure, je serai assisté de mon collègue Candide Moueto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le décor est ainsi planté. Nous allons commencer avec notre rubrique Fil Info. Fil Info, c'est notre traditionnel tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité tout au long de la semaine. Une actualité restée dominée par les 33e éditions, sinon la 33e édition des Jeux Olympiques Paris 2024. Les compétitions ont pris fin le week-end écoulé avec bien sûr les dernières finales disputées dans différentes épreuves. Évidemment, les rencontres des troisièmes places et des finales ont été disputées ce week-end au basketball et au football. On va commencer par la balle au panier. Chez les dames, la petite finale a vu l'Australie triompher devant la Belgique avec un score de 85 à 81. Les Australiennes sortent donc médaille de bronze au basketball féminin. La finale a vu les États-Unis décrocher l'or devant la France après une rencontre de très haute facture qui a retenu les souffles jusqu'au coup de sifflet final. Les Américaines se sont imposées avec juste un petit point d'écart aux Français, 67 à 66 au terme de la finale. Chez les hommes, c'était la même affiche comme chez les dames. Au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses, les États-Unis s'imposent 98 à 87 à la France. Bien avant ça, la Serbie a remporté la petite finale devant l'Allemagne avec un score de 93 à 83. Au football maintenant, l'Allemagne a dominé l'Espagne lors de la petite finale, bien entendu. Cette affiche par un score étriqué d'un but à 0. Même score pour la victoire des États-Unis devant le Brésil en finale du football féminin. Chez les hommes, c'est un festival de buts qu'on a assisté lors des différentes affiches finales. D'abord, la petite finale a vu le Maroc étrier l'Égypte par un score sans appel de 6 buts à 0. Pour ce qui est de la finale, l'Espagne s'est offert l'or devant la France par un score de 5 buts à 3. En assise, vous l'avez dit, c'est fini pour les JO de Paris 2024 depuis hier. Et à l'issue des 2 semaines de compétition, le top 10 des meilleures nations se présente comme suit. États-Unis, premier avec 126 médailles au total, donc 40 en or, 44 en argent, 42 en bronze. La Chine vient en deuxième position avec 91 breloques, donc 40 en or, 27 en argent et 24 en bronze. Pour la troisième position, on voit le Japon avec 45 médailles remportées, dont 20 en or, 12 en argent et 13 en bronze. En quatrième position, on retrouve l'Australie avec 18 médailles en or. Cinquième position, la France, pays hôte de ces Jeux de Paris 2024 avec 16 médailles en or. Sixième position, on retrouve les Pays-Bas avec 15 médailles en or remportées. En septième position vient la Grande-Bretagne avec 14 médailles en or. À la huitième place, la République de Corée avec 13 breloques en or. L'Italie est 9e avec 12 médailles en or. Et l'Allemagne vient boucler le top 10 avec 12 médailles en or aussi. Pour ce qui est des meilleures nations africaines,
de la compétition. Nous avons entre autres le Kenya 17e au classement général qui vient à la tête avec 4 médailles en or remportées, 2 en argent et 4 en bronze. Il est suivi de l'Algérie qui a remporté 2 médailles en or et 1 en bronze. L'Afrique du Sud vient en 3e position avec 1 médaille en or, 3 en argent et 2 en bronze. Tout à fait. Le Bénin, on connaît déjà le résultat du Bénin au cours de ces Jeux. Le Bénin qui retourne à ses cahiers pour aller mieux apprendre encore et espérer fêter un jour sa première médaille olympique. En Afrique, on va fermer rapidement la parenthèse Jeux olympiques. On va y revenir tout à l'heure, surtout avec la flamme olympique dont un Béninois assure la sécurité. On va en parler tout à l'heure. Eh bien, en Afrique, retour sur cette nouvelle moins gaie dans le monde du football. L'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, qui il n'est plus. Évidemment, Narcisse, la mauvaise nouvelle est tombée le jeudi 8 août 2024. L'ancien patron de la Confédération africaine de football est décédé dans sa 77e année et selon les informations relayées par plusieurs médias, il serait mort dans la capitale française des suites d'une maladie. Que retenir de l'homme? Il faut dire tout simplement qu'il a dirigé l'instance fêtière du football africain pendant 29 années, de 1988 à 2017 et même en 2017, il s'est à nouveau présenté aux élections pour sa propre succession, mais malheureusement va connaître une défaite face à l'Algérien Ahmad, le prédécesseur de Patrice Motsepe à la tête de évidemment le Malgache qui va le précéder. Issa Hayatou n'a pas dirigé que l'instance du football africain. Le Camerounais a également dirigé la FIFA d'octobre 2015 à février 2016. La FIFA en tant que président par intérim après la suspension donc de Sepp Blatter, président d'alors. A noté que dans son pays natal, il a aussi dirigé le football camerounais en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Voilà, c'est un monsieur que moi je dis il est le monument, sinon un monument du football africain à la tête de la CAF pendant 29 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes à la Confédération africaine de football et nous allons y rester pour parler des compétitions statutaires et honneurs ce soir aux interclubs pour prendre les nouvelles des représentants béninois dans le cadre des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions. Eh bien, Coton Football Club a disputé la semaine écoulée 2 matchs amicaux à Abidjan. Oui, évidemment, et initialement annoncé à Enugu au Nigeria pour un tournoi de pré-saison qui devrait servir de préparation pour le club de Ouidah. Le champion du Bénin renonce finalement à celui-ci en raison des conditions d'organisation du tournoi selon les informations publié par le club. Et en remplacement donc à cela, le triple champion du Bénin s'est rendu le mardi dernier dans la capitale ivoirienne pour disputer quelques matchs amicaux. La première confrontation amicale est celle disputée mercredi face à l'équipe de San Pedro, championne en titre de la Côte d'Ivoire. Occasion pour Victor Zunka de tester non seulement son groupe, mais aussi et surtout les nouvelles recrues du club. À l'arrivée, les champions du Bénin ont courbé les chines devant ceux ivoiriens par un score de 2-0. Quelques jours donc après ce match, Victor Zunka et ses hommes ont fait match nul face à l'équipe de l'ASEC Mimosa, un adversaire de longue date qui a fermé à 2 reprises la porte du deuxième tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions à Coton FC au cours des 2 dernières saisons. Au premier tour des préliminaires, le triple champion du Bénin affronte en déplacement l'AS Douane du Burkina Faso. Ce sera mardi prochain pour le compte de la Manche aller au stade du 26 mars de Bamako à 17h heure de Cotonou. L'autre représentant du Bénin aux interclubs de la CAF cette saison, c'est bien sûr Dadi FC qui fera son baptême du feu. Et dans le cadre de sa préparation, le club d'Aplaoué a livré ce week-end un match amical face à son homologue de l'Asvo. Match soldé par un score nul et vierge. Dadi va affronter au premier tour des préliminaires de la Coupe CAF El Kanemi Warrior FC du Nigeria. Ça sera entre le dimanche prochain, ça sera bien entendu le dimanche prochain pour ce qui est du match aller, ça sera en terre nigériane. Pendant ce temps, on va se tourner Narcisse vers le tournoi qualificatif de la 4e édition de la Ligue africaine des champions féminines 2024 dans la zone de l'UFOIR qui a pris son envol ce week-end. Aïnovi FC du Bénin s'est imposé d'entrer en compétition dans le groupe A. Contre toute attente, les champions du Bénin se sont offerts leurs homologues de la Côte d'Ivoire en ouverture de la compétition samedi 10 août 2024 au stade de la Paix de Bouaké. Dans un match bien maîtrisé au départ
par les interistes d'entrée. Le club de Porto Novo va concéder très tôt l'ouverture du score sur les images. Vous verrez à la 13e minute de jeu. Ceci suite à une belle offensive des Ivoiriennes et une mauvaise sortie de la gardienne béninoise. Mauvaise entame donc de match pour les représentantes béninoises qui vont se remobiliser par la suite et revenir au score 15 minutes plus tard par l'entremise de Faridat Ligali 1-1. À la pause, au retour des vestiaires, Aïnenvi FC prend l'ascendant psychologique sur le FC Inter d'Abidjan sur un coup de pied arrêté. À la 60e minute de jeu, le club champion du Bénin va corser l'avantage but signé Yasminat Dibril permettant donc à son club de remporter le match par un score de 2-1. Avec cette victoire d'entrée, les représentantes du Bénin prennent une bonne option pour la qualification en demi-finale. Elles affrontent mardi, sinon demain, leurs homologues du Togo d'Asco féminine pour le second match de la phase des groupes. Outre ce seul résultat dans le groupe à la première journée des phases de groupe dans le groupe et a vu un match nul de score vierge entre Asaka Lady du Ghana et Association Omnisport Étincelle du Burkina Faso et victoire triomphante de Edo Queens du Nigeria 5-0 devant AS Gad National du Niger. Nassis, on s'intéresse maintenant au tournoi de proximité. La première édition du tournoi 100% a été lancée ce week-end à Tango dans la commune de Zé et pour le lancement officiel, le promoteur était accompagné par les membres de l'association de développement Kondokpo de la localité. Plus de précision dans ce reportage de Jules Ethio présenté par Esther Tofa. Henvié Football Club face à Tangodo FC est l'affiche qui marque le démarrage du tournoi 100% dans la localité. Tout juste après le coup d'envoi, le jeu s'emballe. Tangodo prend la partie à son compte pendant près de 5 minutes assiégeant le camp adverse. Et c'est Rivier qui va mettre le pied sur le ballon. Mais les Blancs-Noirs de Henvié, maîtrisant le milieu de terrain, ont contré les assauts de leurs homologues pour asseoir leur emprise. Malgré les nombreuses tentatives de part et d'autre, la chance n'est pas au rendez-vous pour ouvrir le score. Les joueurs de Tangodo reprennent la deuxième partie avec de meilleures intentions. Après s'être trop donné pendant quelques minutes, les Roses de Tangodo s'effondrent sous le coup de la fatigue, ce qui permet aux joueurs de Henvié de retrouver l'énergie pour asseoir leur suprématie suite à l'entrée en jeu de Judomès Segla et de Damien Bossa. Une domination qui n'a pas du tout inquiété Tangodo avec une défense infranchissable, soigneusement gardée par Maurice Fadonoubo. Ange va tenter partie sortir le ballon, c'est contré. Encore lui qui revient, Maurice qui se bat pour repousser le ballon de la tête. Que l'association de développement a pour mission l'unité, la fraternité et le développement durable de l'arrondissement de Tango. Et dans ces objectifs, il y a un objectif qui est d'initier ou de soutenir des projets d'intérêt commun. Je voudrais commencer par remercier tout le public de Tango ici présent qui ont bien voulu venir encourager les filles. J'insiste sur ça parce que c'est du nouveau à Tango. Et si on doit pouvoir continuer, il faut que le public, les parents, les autorités puissent faciliter la tâche aux filles pour qu'elles continuent à arriver à l'entraînement. Je voudrais également dire que ce que nous sommes en train de faire, que ça n'a rien de politique. Ce n'est pas une activité politique. Nous ne sommes pas à la recherche de place, nous ne sommes pas à la recherche de poste, non. Nous avons dans le sang cette volonté de promouvoir le sport. Pour les 13 villages que compte l'arrondissement de Tangodo, seulement 8 prennent part à ce tournoi. Peu avant le lancement, un match d'exhibition féminin a été joué entre Blackstones de Cotonou et son adversaire de la localité. Score final, 2-0 en faveur de Blackstone de Cotonou. D'un tournoi de proximité à un autre, ils sont plus d'une dizaine de clubs à s'entraîner sur le terrain de Zico de Cocotoma. Tous les dimanches, groupés en 8, ils prennent part donc à la première édition du tournoi Honneur qui rend hommage à leur coéquipier qui les a quittés il y a de cela une année. Pour le match de lancement, Malaba Football Club a battu son homologue bien entendu de l'équipe de Dadiès sur un score de 2-0. On retrouve Esther Toufa. Je ne vous apprends rien, le sport c'est la santé. C'est pourquoi moi, vous me voyez ici.
Et c'est ça qui me maintient. Si je ne faisais pas du sport, je ne peux pas rester aussi solide comme ça à cet âge. Après les consignes de fair play du parrain de la compétition, le jeu débute. Habillé en orange-noir, Malabar 1 se retrouve face à Dadje Football pour un duel de 3 points. Très engagés, les jeunes de Malabar 1 remplissent leur contrat en inscrivant le premier but peu avant la pause. 10 minutes de récupération. Dans les vestiaires, les deux formations retournent sur l'aire de jeu pour l'acte final. Les oranges-noirs ne lâchent point. Ils poussent loin et font le break en inscrivant le deuxième but. D'abord, honneur parce qu'on a tenu à faire honneur aux anciens, ceux qui ont joué d'abord sur le terrain avant nous, c'est-à-dire les premiers. Et surtout, sur le terrain ici, on a perdu il y a 2 ans de cela, un jeune, donc on a voulu lui faire aussi un hommage en donnant le nom, honneur. Les 2 meilleurs vont s'affronter le 25 prochain. Je dirais le premier prendra le trophée posé par le comité. Et la deuxième équipe prendra une enveloppe. C'est des jeunes que je connais et ils jouent régulièrement ici. Et ils ont voulu organiser un tournoi pour aller de l'avant. Et moi j'ai vu que c'est une très bonne initiative et j'ai accepté même sans réfléchir. Parce que c'est des initiatives à encourager. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est l'union, l'entente cordiale et la solidarité des jeunes. On ne peut qu'encourager ça. Tous les clubs de la zone répartis en 8 qui s'entraînent sur le terrain. Elle prend fin le 25 août, date à laquelle le vainqueur sera connu. Voilà, ce sont des initiatives prises pour égayer les jeunes le temps de ces vacances scolaires. On va changer de discipline maintenant pour parler de basketball. La FIFA U23 Nation League Africa 2 a connu son épilogue ce week-end à Kampala, c'est en Ouganda. Eh bien, le Bénin lui termine la compétition sur la deuxième marche sur tous les podiums. Évidemment, ce dimanche 11 août 2024 marquait le dernier jour de compétition à Kampala en Ouganda. Et à l'occasion, les Guépards et Amazon se sont imposés à leurs différents adversaires, bien entendu, dans le cadre du Stop 6, synonyme du 6e tour de la compétition chez les dames. Le Bénin a dompté par 18-3 l'Afrique du Sud avant de dominer en finale de ce tour, de ce 6e tour, bien entendu. L'Ouganda 14-13 et face aux Sud-Africains, les Guépards, eux, vont prendre le meilleur 18-11. Ceci après un match âprement disputé entre les deux équipes. Ils vont ensuite battre en finale de ce Stop 6 leurs homologues de l'Ouganda par un score de 21-19. Au thème des 7 jours de compétition, le Bénin en dames termine sur la deuxième marche du podium. Derrière l'Ouganda, chez les hommes, les Guépards, eux, finissent sur la deuxième marche du podium, mais derrière l'Algérie, grand vainqueur de la compétition. Tout à fait. Du tchoukball à présent et la sélection nationale qui a conservé hier dimanche son titre de champion d'Afrique. Du 9 au 11 août 2024 s'est déroulée la 7e édition du championnat d'Afrique de tchoukball à Nairobi, au Kenya. Le Bénin, champion d'Afrique en titre, était en compétition avec 5 autres équipes pour le CRAL final. Il s'agit des deux équipes présentées par le Kenya, Kenya A et Kenya B, bien entendu, de l'Ouganda, du Cameroun et de la Tanzanie. Pour la compétition, les représentants béninois ont enregistré 4 victoires en autant de sorties au premier tour pour se hisser au tour suivant. En demi-finale, ils s'imposent par un score de 68-35 à leurs homologues de l'équipe A du Kenya, pays hôte, avant de s'imposer à nouveau au Cameroun en finale par un score de 60-35, tout comme lors de la finale de l'édition 2022. Le Bénin conserve donc décroche donc son deuxième sacre consécutif au championnat d'Afrique de tchoukball en cette édition. Belle performance donc. Du sport individuel maintenant et la gymnastique avec d'abord le camp international de la discipline, gymnastique aérobique, il faut le préciser, organisé par la Fédération béninoise
de la discipline. C'est un rassemblement éducatif au profit des athlètes béninois dans le cadre de la préparation du 17e championnat d'Afrique aérobique qui se tiendra du 11 au 16 septembre prochain en Égypte. Il s'agit d'un camp animé par deux experts, Vladislav Oskner et Marira Oskner de la Fédération russe de la discipline. L'initiative vise à changer d'alternative de préparation afin de révéler le niveau des ambassadeurs de la compétition. Eh bien, il faut retenir qu'ils sont au total 15 gymnastes et 8 entraîneurs béninois à prendre part à ce camp international de gymnastique aérobique international parce qu'elle a connu également la participation des pays comme le Togo et le Mali. Pour être précis, il s'agit de 4 Togolais athlètes et dirigeants compris, ainsi que le DTN de la Fédération malienne de gymnastique. Et pour revenir à la formation, il faut dire que les athlètes ont été suivis dans les épreuves de la chorégraphie et artistique. Environ 2 semaines de pratique accélérée dans la rigueur et la persistance. Les participants ont découvert à cette occasion une nouvelle méthode de travail et mieux, ils ont appris de nouvelles techniques et pratiques pour réussir la gymnastique aérobique. Pour corroborer tout ce qui vient d'être expliqué, sinon pour tout corroborer, il faut dire que le directeur de la préparation physique de la Fédération béninoise de gymnastique, je vous propose ici en son et en image l'ambiance qui a prévalu à la formation, explication et démonstration, puis une petite à l'issue de cette, bien entendu, équipe de démonstration. Cet événement marque une étape importante dans le développement de la promotion de la gymnastique au Bénin, en particulier en vue de notre participation au 17e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique prévu du 11 au 16 septembre 2024. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à M. Vladislav Oskner et à Mme Maria Oskner, nos experts russes de renommée internationale qui ont généreusement partagé leur savoir-faire et leur expertise avec nos athlètes et entraîneurs. Dear experts, I'm really happy for your big contribution for this course. Thank you. God bless you. Thank you. À l'instant donc, le directeur des sports d'élite Bonaventure Kofi Kodia lors de la cérémonie de clôture au sujet de cette initiative qui va contribuer bien entendu à la promotion de la gymnastique au Bénin. Je vous propose ici un extrait du président. Que nous envoyons des équipes en championnat d'Afrique, mais cette fois-ci, nous repartons avec 10 athlètes pour le championnat. Nous partons avec 2 entraîneurs, dont un juge et un entraîneur sur le championnat. Il y aura une dame qui va pouvoir s'occuper des filles du groupe, parce que les problèmes de la jeune féminine ne sont pas toujours les problèmes des hommes. Donc, elle sera certainement à l'écoute des petits problèmes que les femmes peut-être auront à poser pour leur permettre de passer un bon séjour. On va finir, Nassis, le tour d'horizon de ce soir par le sport électronique. Dans le cadre de sa vulgarisation au Bénin, le comité de promotion de l'e-sport a organisé le 4 août 2024 la phase finale de la première édition du Bénin e-sport League. Après donc les phases zonales déroulées sur plusieurs semaines, les différents e-athlètes qualifiés pour la phase finale se sont donné rendez-vous à Cotonou pour le titre dans les différentes catégories. Oui, et cette ultime phase, il faut le dire, s'est déroulée à Akpakpa, à l'est de Cotonou, avec bien sûr la participation de plus de vingtaine d'athlètes. On va suivre ici le reportage de cette étape de la compétition. Casque à l'oreille, manette en main et les regards bien fixés sur l'écran en face. Des jeunes béninois en pleine compétition de jeux vidéo dénommée e-sport ou encore sport électronique. Déjà, ils commencent à enchaîner les tactiques perçues, les déclencheurs précis et pourquoi pas
Et voilà, avec la défense, et là, il passe avec Marquinhos. C'est la phase finale de la première édition du Benin eSport League qui réunit les 24 meilleurs e-sportifs qualifiés à l'issue des phases zonales, dont 8 par catégorie. Au menu, des jeux de combat à savoir le Tekken 8 et le Street Fighter 6 et un jeu de football à l'instar de l'eSport 24. Dans les 3 catégories, les différents e-athlètes se sont affrontés dans un format de quart de finale. Ensuite, les 4 vainqueurs sont passés à l'étape des demi-finales avant que les meilleurs d'entre eux ne valident leur ticket pour le grand final. Le niveau était vraiment au top, mais comme on le dit souvent, il y a toujours plus fort que soi. Donc c'est un peu ça qui a fait la différence aujourd'hui. On est tombé sur des joueurs du sud, du nord, mais on a pu sortir notre épingle du jeu. J'ai perdu mon premier match et suite à ça, j'étais vraiment un peu abattu. Mais il y a une force qui m'a dit, mon frère, c'est pas encore fini. Du coup, je me suis remobilisé, je me suis révolté. J'ai dit, évidemment, c'est pas fini. Même mon second match, j'ai été mené au premier abord. Après, je suis revenu au score et j'ai pu égaliser et puis gagner par la fin. L'objectif de cette première édition du Benin eSport League est non seulement la promotion du sport électronique au Bénin, mais aussi la marche vers la professionnalisation. Et au terme de cette phase finale, le bilan est encourageant. On a vu des jeunes qui étaient dévoués, qui étaient acquis à la cause. En plus de ça, nous remarquons qu'il y a une envie d'être fédéré qui est mise en place. Tout ce que je peux dire, c'est une très belle expérience, quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et c'est clair que l'année prochaine, ça va se refaire. Nous avons une découverte, un très bon joueur au niveau du Mono Gamer, qui a pu battre un joueur Afri-Gamer. C'est une première, c'est quelque chose, c'est inédit. Donc je remarque en fait qu'il y a du travail qui se fait dans les centres, dans le centre plutôt, dans les départements. C'est quelque chose qu'il faudra encourager. Tout ce qui nous reste à faire actuellement, c'est déjà de nous retrouver entre présidents, de parler des ratés ou des réussites et d'essayer de mettre en place des statuts et des règlements pour pouvoir passer en fédération. Les vainqueurs dans les 3 différentes catégories ont été récompensés avec un trophée et une enveloppe financière de 100 000 francs chacun. Les 2e et 3e, quant à eux, sont repartis avec des enveloppes financières et d'autres lots de consolation. À noter que les champions dans les catégories du Tekken 8, Street Fighter 6 et de l'eSport 24 vont représenter le Bénin dans les tout prochains jours à 2 compétitions continentales, notamment au Togo et au Nigeria. Voilà des sports dont les acteurs font beaucoup d'efforts pour la visibilité et surtout du pays. C'était le factuel de ce qui a fait l'actualité cette semaine. D'une rubrique à une autre, nous allons passer à exclusivité. Voilà, je vous le disais en début de cette édition, nous allons ouvrir ce soir une fenêtre sur la boxe béninoise, l'une des disciplines qui auront donné bien sûr au sport béninois le plus de lauriers à l'international. Et pour le faire, nous avons le plaisir de recevoir cette semaine celui qui préside aux destinées de cette discipline aujourd'hui, monsieur Pierre-Léonard Renvi. Une fois encore, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Voilà, d'abord, vous sortez d'un conseil fédéral des assises tenues en milieu de semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Retour ici sur les images de ce conclave, sur le conseil fédéral, et nous allons revenir en plateau pour discuter un tout petit peu. Si la régie est prête, on y va. Apparemment, ils ne sont pas encore prêts à la régie. Alors, M. Pierre-Henri, dites-nous, ce conseil fédéral, de quoi est-ce que vous avez parlé? Merci beaucoup. Je crois, en réalité, nous étions un conseil fédéral en remplacement de l'Assemblée générale ordinaire qui devrait, n'est-ce pas, se tenir avec tous les acteurs. J'ai nommé les associations, plus précisément les boxing clubs, dans leur entièreté. Il s'est fait que vous avez constaté que depuis bientôt 2 ans, nos championnats ne finissent pas la même année. Et tout simplement parce que
Nous parlons de 2022 que nous terminons en 2023. Nous parlons de 2023 que nous terminons en 2024. Tout simplement parce que notre aire de jeu s'appelle Ring. Le ring qui est pratiquement constitue notre aire de jeu est utilisé à ciel ouvert puisque la boxe, la discipline ayant suffisamment reculé et vis-à-vis de la population chouchou, n'est-ce pas, de ce sport, nous nous sommes dit que désormais il faille faire de manière à ce que les activités de cette fédération-là soient menées à ciel ouvert, histoire d'attirer encore du monde autour de cette discipline. Et en voulant le faire, nos calculs nous amenaient à constater qu'il faut tout simplement éviter les périodes pluvieuses. Vous savez, au sud, nous en avons deux, une petite saison, une grande saison. Tout à fait. Et nous faisons les calculs de l'année et ne pas, pour ne pas, je peux dire, exposer notre aire de jeu, je peux dire, aux aléas climatiques. Si vous montez le ring et que vous confiez au soleil et à la pluie à la fois, ça va s'abîmer. Donc, ce qui fait que nous faisons des calculs, nous sortant complètement, n'est-ce pas, de ces périodes dangereuses pour nous. Et ceci nous amène, ou plus précisément nous amenait, parce que nous voulons remédier déjà à la chose, nous amenait à commencer véritablement nos hostilités vers la fin de l'année. Et ça nous amène souvent dans l'année prochaine, avant que nous terminions. Cette année, on a terminé, je peux dire, en février. Et le temps pour nous de préparer la nouvelle saison 2024, nous nous sommes retrouvés dans une situation où les tests nous invitant à inviter, je peux dire, les athlètes et autres dirigeants de notre discipline à une assemblée générale ordinaire 45 jours avant. Et nous nous sommes dit alors qu'il faut mieux fouiller, et en fouillant nous avons constaté que le Conseil fédéral, n'est-ce pas, va nous faire économiser le temps, puisque c'est une assise qui est autorisée à se tenir entre deux assemblées, je peux dire, générales ordinaires. Voilà, donc c'est ce pourquoi nous avons tout simplement, disons, choisi ce critère-là pour prendre... C'est des soucis de gain de temps. Soucis de gain de temps. Il y a eu vraiment un échantillon de responsables, de dirigeants, puisque un conseil fédéral regroupe les membres du comité exécutif, les présidents des ligues départementales, les présidents des commissions centrales. Je peux ajouter le secrétaire général de ces mêmes commissions et les représentants des 5 meilleurs clubs, n'est-ce pas, de la saison écoulée. Donc voilà ceux qui se sont retrouvés autour de ces assises. Voilà. Et ces assises ont valeur de coup de gong final, si j'ose m'exprimer ici, de la saison, avec une autre qui se profile justement à l'horizon. Dites-nous globalement, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette saison écoulée? Un bilan mi-fin, mi-raisin, parce que si nous regardons dans le rétroviseur, nous ne sommes pas encore au niveau où, comme vous le saviez, dans les années 90, les Soweto, les Bocaux-Georges, les années glorieuses de la boxe béninoise. Voilà, nous ne sommes pas encore à ce niveau, puisque nous avons perdu, n'est-ce pas, du temps. Et aujourd'hui, disons, restant dans la logique, et là je tire coup de chapeau au ministre Benoît Dato, et qui nous apporte, disons, de la lumière, et qui nous oblige à faire assez de réformes au niveau, n'est-ce pas, de toutes les disciplines au Bénin. La boxe a pris le pli, et je peux vous dire que nous attendions plus de 200 athlètes, n'est-ce pas, courant la saison dernière, courant les compétitions statutaires passées. On a eu juste une centaine ou environ 120 athlètes, et tout simplement parce que nous devions respecter les lois de la République. Le ministère de l'Intérieur nous a demandé, à travers des décisions,
qu'il faille inviter les associations sportives et toute autre association à se mettre à jour. Puisqu'il y en a qui sont nés, excusez-moi, à l'âge de la pierre taillée et qui ne font jamais d'assemblée générale, de toilettage, de relecture ou de reprise des élections, ou du moins ne présentent jamais un bilan, disons, en direction du ministère, en direction des préfectures, en direction, j'ai nommé notre ministère de tutelle, et vous voyez, nous sommes dans cette, disons, logique aujourd'hui de faire de manière à ce que le championnat ou les compétitions statutaires ne concernent que les boxing clubs et qui sont juridiquement qualifiés et qui ne souffrent, disons, d'aucune irrégularité. Voilà. Et justement, quelques jours après ce conseil fédéral, on a eu dire que vous avez convoqué une réunion d'urgence pour prendre une décision, celle de suspendre une compétition. De quoi s'il s'agit? Bon, j'avoue que je ne saurais en parler beaucoup sur ce plateau parce que il y a eu tout simplement de la pagaille. Il y a de la pagaille dans la mesure où les instructions qui émanent de la fédération, qui est la fêtière des ligues départementales, devraient être suivies comme une lettre à la poste. Et je crois il y a eu même des menaces venant d'un certain nombre de dirigeants de cette ligue-là, courant notre conseil fédéral, et ils nous l'ont dit, et ils ont mis ça en application, malgré le refus, n'est-ce pas, des membres du comité exécutif, n'est-ce pas, de ne pas les voir le faire. Et comme ils se sont entêtés, nous avons, n'est-ce pas, autre autorité au-dessus de notre fédération, qu'on l'appelle Comité national olympique, qu'on l'appelle ministre et cadre du ministère des Sports. Et on a tout simplement décidé d'arrêter, je peux dire, le massacre, histoire d'appeler, n'est-ce pas, ces dirigeants qui, qu'on ne veuille ou non, sont chargés de travailler dans leur clôture, dans leur zone de limite, et qui constitue, n'est-ce pas, un des bras de la fédération, et qui pratiquement ont voulu se faire plus grosse que le bœuf. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf sera obligée d'aller se faire entendre au tribunal de l'histoire. Et c'est ce que nous avons décidé. D'accord. Et la compétition a été arrêtée. Alors, loin de cet imbroglio, je vais dire, nous avons vu, il y a de cela quelques semaines, vous avez vu poser un acte. Vous avez fait don d'une moto neuve à un athlète. Pourquoi ce geste? Bon, vous savez, la boxe, comme je vous ai dit, avait perdu tous ses parents, non pas au cimetière, mais découragés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les actes qu'on pouvait poser pour inviter à nouveau les parents qui aimaient les pugilistes, les dirigeants découragés et qui mettaient de l'argent dans ce sport-là et qui ont dû reculer, les promoteurs, les matchmakers et consorts découragés. Il fallait commencer par faire de manière à ce que cela puisse inspirer confiance, que cela puisse attirer à nouveau. Et les boxeurs, pendant un bout de temps, ont laissé tomber leur bravoure d'entre-temps, leur dynamisme, leur témérité, et pour que nous ne tablions pas, n'est-ce pas, sur ce qui nous est arrivé après ce dégringolade. Nous nous sommes dit alors qu'il faut créer la situation de manière à ce que les parents puissent nourrir de nouvelles ambitions. Voyez-vous, le boxeur qui a totalisé le plus grand nombre de points lors du championnat écoulé a purement et simplement gagné une moto griffée. Pourquoi une moto?
une moto parce qu'il faut l'encourager à ne pas perdre le temps en prenant la direction, n'est-ce pas, de son dojo pour son entraînement. On ne veut pas apprendre qu'il est allé en retard. On ne veut pas apprendre que faute, n'est-ce pas, de frais de Zem, il ne s'est pas retrouvé là-bas. Et nous avons profité aussi pour laver un peu, ou commencer par laver la vitrine de cette fédération-là, et qui revient de très loin, parce qu'au moins il y a une moto qui traverse les rues aujourd'hui, sur laquelle est inscrit Fédération béninoise de boxe. Et voyez-vous, c'est quelque part une publicité, une propagande pour notre forme de visibilité pour la fédération. Voilà, exactement. Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure, mais souffrez qu'on revienne un tout petit peu au 33e Olympiade de l'histoire. Ce n'est pas pour parler des performances de tel ou tel athlète, mais plutôt pour faire un plein feu sur un porte-étendard peu ordinaire, je vais dire, du Bénin à ces Jeux. Son nom, Jacob Niaoui. Il est agent de la garde rapprochée de la flamme olympique et depuis la France. Et il a bien voulu décrocher notre appel ce soir pour nous parler un peu de lui. Jacob Niaoui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Voilà, dites-nous d'abord qui est Jacob Niaoui? Bonsoir, écoutez, Jacob Niaoui, c'est un peu produit du judo béninois. J'ai appris le judo au Bénin, j'ai grandi là-dedans et tout, avant de rejoindre la France en 2006. Donc voilà, quand on parle du judo béninois, ça me touche toujours. Quand on parle en bien du judo béninois, ça me touche énormément. Quand il y a du mal du judo béninois, j'aime mettre mes pattes là-dedans. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous êtes membre de la garde rapprochée de la flamme olympique. Dites-nous, comment devient-on agent justement de cette garde, la garde rapprochée de la flamme olympique? Tout d'abord, c'était une sélection basée sur le dossier professionnel, parce qu'il y a les gardiens de la flamme, ils sont issus de l'armée de terre, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile. Donc moi je suis à la gendarmerie nationale, c'est la gendarmerie nationale qui a étudié mon dossier et qui m'a choisi. Donc voilà, c'est un honneur et voilà, c'est une fierté pour le Bénin également. Voilà, et vous en parliez tantôt, vous êtes un ancien pratiquant de judo. Est-ce que cela a été pour quelque chose dans votre admission à ce corps? Ah oui, tout à fait, parce que le choix des gardiens de la flamme a été fait en fonction du dossier sportif et du dossier professionnel. Bon, le dossier professionnel, ça va. Et le dossier sportif, écoutez, quand on a affaire à un athlète qui a fait des championnats du monde, qui a fait des Jeux olympiques, qui a fait un jeu olympique, forcément, on a envie de travailler avec. Donc, ça a beaucoup joué. D'accord. On en vient maintenant à cette fonction d'agent de la garde rapprochée de la flamme olympique. Quel est votre quotidien avant, pendant et après les Jeux olympiques? Pendant les Jeux olympiques, franchement, on était on était complètement au repos là. Pendant les Jeux, on n'a pas vécu les Jeux. Et avant alors? Pendant les Jeux, il y a eu le relais de la flamme. Et c'est là où on a joué un très grand rôle. Voilà, il fallait qu'on retienne la flamme qui est dans sa lanterne. Et il fallait entretenir la lanterne même. Et c'est une grande responsabilité parce qu'il faudrait que la flamme elle reste en éveil. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Donc c'est une contrainte. C'est une contrainte. Tout à fait. Alors, quelles sont justement les étapes que vous avez faites avec la flamme olympique au cours de son périple jusqu'en France, justement? Écoutez, j'ai fait, franchement, je ne saurais vous dire toutes les villes où je suis parti. On a fait beaucoup de villes. On a fait beaucoup de villes. Bon, celle qui m'a, le parcours qui m'a le plus, que j'ai le plus aimé, c'est dans l'Aude. Parce que j'ai vécu dans l'Aude, dans l'Aude, et quand on parle de cette région, il y a Castelnaudary, il y a Carcassonne, et c'était ce passage
qui m'a beaucoup fait vibrer parce qu'il y avait du monde dehors. Bon, il y avait du monde dehors partout, mais quand on est passé dans l'Aude, il y avait une affluence qu'on n'a pas revue ailleurs en fait. D'accord. Je ne vais pas abuser de votre temps, justement, mais avant de vous laisser partir, en tant qu'ancien judoka, quelles sont vos relations aujourd'hui avec la famille du judo béninois? Ben, écoutez, je ne vais pas vous mentir, les relations ne sont pas bonnes. Hein. Ah oui? Je vais pas vous mentir. Ah non, non, les relations... Et qu'est-ce qui se passe alors? Les relations ne sont pas bonnes parce que quand on a des anciens athlètes comme moi qui vivent en France, la France, seconde nation au judo, et on ne veut pas travailler avec eux, je dis c'est un gâchis pour le Bénin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Voilà. Ici c'est moi qui pose les questions, mais pas vous. Bon, parce que moi, j'ai toujours proposé mes services qui n'ont jamais été acceptés. Et je vais vous faire une confidence, ce que beaucoup ne savent pas. Est-ce que vous savez que le porte-drapeau du Bénin aux Jeux Olympiques, Valentin Winator, est-ce que vous savez que c'est moi qui l'ai détecté? Ah, ça, on ne savait pas. Voilà, c'est moi qui l'ai détecté en 2014. Hein. C'est une petite histoire, je vais vous raconter. Si vous aviez le temps, bien sûr. Non, on n'en a pas assez, justement, mais allez brièvement, oui. Okay. Je l'ai détecté en 2014, on a gardé le contact. Je l'ai toujours amadoué pour qu'il vienne porter les couleurs du Bénin. Nationales, oui. Il n'a pas voulu au début, mais après, ça l'a enchanté et il est revenu dans le game. Donc, on a su, j'ai su l'orienter pour qu'il aille faire ses papiers de nationalité béninoise et tout. Dès lors que tout est prêt, je lui ai dit, ben, Valentin, ben, on va pouvoir commencer notre parcours. Et il m'a dit, ben, écoute, avec plaisir, Jacob. Dès lors que je l'ai mis en contact avec la fédération, ben, c'était la dernière fois que j'ai communiqué avec Valentin Winator. Les ponts ont été coupés. Voilà, les ponts ont été coupés. Et qu'est-ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques? C'est le président de fédération qui va le coacher. Bon, c'est un aspect, Monsieur Niaoui, c'est un aspect de la question qu'on aura le temps d'aborder à tout moment, en invitant justement les autres acteurs autour d'une table pour qu'on fasse bien sûr la lumière sur la question, si vous le permettez bien sûr. Et je vais vous laisser nous dire votre dernier mot par rapport à cet entretien, quitte à ce qu'on revienne bien sûr sur cette question. Pardon, j'ai pas bien entendu. Par rapport à la question que vous abordiez tout à l'heure, par rapport à Winator et les responsables du judo béninois, je préfère qu'on renvoie une autre fois, qu'on ait le temps d'avoir tous les acteurs autour d'une table pour qu'on fasse l'éclaircissement. Parce que... Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je suis disposé à répondre à qui que ce soit sur ce terrain. Voilà. Parce que ça, c'est mon terrain et je maîtrise. Voilà. Donc, notre sujet ce soir, c'est la flamme olympique et nous allons finir par votre dernier mot, justement. Bon, mon dernier mot, écoutez, encore une fois, le Bénin a fait échec. Bon, je ne dirais pas échec aux Jeux Olympiques, non. Encore une fois, on est rentré sans médaille et maintenant, je pense que les questions doivent se tourner autour de la formation des athlètes d'abord et non la participation des athlètes. Parce que avant d'aller en compétition, il faut être prêt, il faut se former. C'est juste ce qui nous manque. C'est juste ce qui nous manque. Sinon, à part ça, il y a le talent. Voilà, on a vu avec Yarigo, hein, voilà. Il y a le talent, c'est juste les séquences d'entraînement qui nous manquent. Voilà. Tout. Mais il y a de beaux joueurs avec. Merci beaucoup, monsieur Jacob Niaoui. Je rappelle que vous êtes un ancien pratiquant du judo, aujourd'hui agent de la garde rapprochée de la flamme olympique. Avec vous, nous avons revisité, bien sûr, votre parcours dans cette fonction plus ou moins peu ordinaire. J'insiste là-dessus. Nous allons revenir sur... tous les autres aspects de la question pour ce qui concerne le judo béninois. À tout moment, nos plateaux vous sont ouverts. Merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour le sport aussi. Merci bien. Voilà, retour en plateau. Monsieur Henvi, on était avec vous, on parlait justement de ce geste. Alors, une moto offerte à un athlète,
c'était inscrit au budget annuel de la fédération ou bien c'est un geste personnel du président de la fédération que vous êtes? J'avoue que ça a été un geste personnel, puisque nous avions eu à décider un peu trop tardivement. Comme nous avions quand même décidé à matérialiser chaque saison, un peu comme la prochaine, où nous avons déjà pris l'engagement avec mes pairs du comité exécutif de faire de manière à ce que le prochain boxeur, disons, qui totalisera le plus grand nombre de points lors de la phase nationale, va vraiment partir avec une parcelle. Une parcelle, vous savez ce que ça veut dire dans la vie. Tout à fait, de Béninois, oui. Voilà, une parcelle. Et je crois que quand en 2025, il va pérenniser, il va maintenir, n'est-ce pas, sa performance, c'est qu'il aura des tonnes de ciment pour construire sa maison. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train d'apporter de nouveau au niveau, disons, de cette discipline. Voilà. En somme, stimuler les acteurs, les encourager sur la pratique de cette discipline. Parlez-nous maintenant des perspectives, surtout pour ce qui concerne la saison à venir. Il y a certainement des innovations. Oui, bon, je crois, parlant de perspectives, nous avons à vous remettre dans la mémoire, disons, ce programme que nous avions dénommé programme Graines Olympiques. Et qui, de quoi il s'agit? Qui, depuis 2 ans, regroupe les jeunes boxeurs de moins de 13 ans pendant les congés et les vacances scolaires. Nous avons pris ainsi l'engagement de préparer disons, une génération qui, disons, ira progressivement à la performance, et tout en visant, disons, les Jeux olympiques qui vont se dérouler pour la première fois en Afrique en 2026 au Sénégal. Vous avez appris que ce pays a déjà envoyé plus d'une vingtaine de personnes assister, disons, depuis plus de 6 mois à la manière dont les organisateurs français, n'est-ce pas, ont pris la mesure des choses pour réussir, disons, Paris 2024. Ils sont allés à l'apprentissage pour, n'est-ce pas, ne pas s'amuser avec 2026 chez eux, parce que c'est la toute première fois, je vais répéter, que ces Jeux olympiques seront organisés sur la terre africaine. Et déjà, le Bénin, depuis 2 ans, se prépare dans l'optique là, parce que c'est un jeu qui va réunir tout simplement les jeunes boxeurs, jeunes footballeurs, jeunes, comment on va appeler, nageurs, judoka et tout ça, de 16 à 17 ans. Voyez-vous, donc nous avons pris la mesure de la chose le plus tôt possible, et profitant pour refaire les choses dans notre maison, et ceci fait que avec un effectif de 28 au départ, nous tournons autour de 23 actuellement, et ces jeunes seront ouverts d'ici septembre, et nous allons continuer par estirper, n'est-ce pas, les meilleurs, jusqu'à en 2025 obtenir la crème des crèmes, n'est-ce pas, ceux-là qui seront chargés d'aller, comme dirait l'autre, disons, révéler le Bénin au Sénégal. Et comment ces jeux-là ont été détectés? C'est dans les écoles ou... Bon, pour le moment, nous n'avons pas d'école. Il faut tirer coup de chapeau à ceux qui n'ont pas perdu l'amour à cette discipline. Oui. Comme dirait notre devise, la boxe c'est une histoire de cœur, ou le noble a une histoire de cœur. Il y en a qui n'ont pas perdu franchement l'amour pour la discipline. Et qui investissent encore dedans. Qui investissent encore dedans. Et nous sommes allés puiser, n'est-ce pas, dans les clubs, les boxing clubs qui continuent de faire la promotion de la jeunesse, qui continuent de former. Il y en a qui existent dans ce pays et qui obligent leurs enfants à transiter, n'est-ce pas, comme on l'appelle, depuis leur âge primaire, par cette discipline. Et c'est ceux-là qui nous ont permis, n'est-ce pas, de faire cette sélection
qui a regroupé pas mal de départements. J'ai nommé Lomé Plateau, Atlantique Littoral et Zoukoline. Voilà un peu ce que nous avons comme disons, ossature aujourd'hui, et d'ailleurs que nous appelons déjà équipe nationale minime, parce que ces jeunes-là sont en train de se préparer pour montrer à la face du monde, tel que notre ami que vous avez reçu tout à l'heure, la STB, c'est de la formation qu'il s'agit. Et il faut former, il faut former, il faut former. Et vous verrez bientôt que ceux-ci sont en train d'avoir 15 ans aujourd'hui, et comme nous nous sommes entendus au niveau du comité exécutif, c'est que d'ici décembre, il y aura autre comment on l'appelle, jeunes détectés, pour reprendre, disons, la courbe. On ne laissera plus de vide, parce que si la boxe a disparu après les Soweto et consorts, c'est parce qu'on n'avait pas pensé du tout à la relève. Ce sera plus ça en notre temps, surtout que notre pays fait beaucoup. Et je remercie le ministre aujourd'hui qui a créé un comité mixte, disons, ministère et fédération béninoise de boxe, ainsi que dans les deux disciplines, pour voir clair dans la manière dont les choses fonctionnent, et pour voir clair dans ce qui manque à telle ou telle autre fédération, histoire d'apporter un ouf de soulagement, n'est-ce pas, à ces disciplines-là. Voilà, vous venez d'évoquer le nom de quelques monuments de la boxe béninoise. Je m'en voudrais beaucoup de ne pas aller sur cette piste. C'est vrai qu'aujourd'hui on note sinon ces dernières années, un regain d'activité au niveau de la boxe amateur, avec bien sûr des compétitions organisées ça et là, mais on a l'impression qu'au niveau de la boxe professionnelle, ça dort. Je sais que ce n'est pas la fédération qui gère directement ce volet, mais comment peut-on expliquer aujourd'hui ce calme apparent qu'on observe au niveau de la boxe professionnelle? Je peux vous dire que les réformes que nous sommes en train d'entreprendre nous amènent aussi à ce niveau, parce qu'on a vu qu'il y avait un peu de désordre quand nous avons été acceptés à travers une élection pour diriger, n'est-ce pas, cette discipline. Nous avons constaté que à ce niveau, il n'y avait pas de statut. Actuellement, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que les boxeurs professionnels aient leur statut, les boxeurs amateurs aient leur statut, les matchmakers aient leur statut, les promoteurs aient leur statut, etc. Même les monteurs de ring doivent avoir leur statut. Voyez-vous, parce que on ne peut plus permettre ce que nous sommes venus trouver, où un promoteur escalade pour devenir matchmaker, ou le matchmaker escalade pour devenir manager. Et voyez-vous, chacun doit rester dans son couloir. Chacun doit rester dans son couloir. Et ça prend un peu de temps, c'est vrai. Et ben, nous ne pouvons pas courir. Regardez ces enfants-là qui portent des seaux sur leur tête. Ben, comprenons qu'il y a certains qui ont de l'eau dans leur seau, et il y a d'autres qui ont des œufs, n'est-ce pas, dans leur seau. Alors nous ne pouvons pas aller à la même vitesse, parce que celui qui va verser l'eau va retourner à la fontaine, mais celui qui va verser, je peux dire, les œufs, n'aura que ses yeux pour pleurer. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, sinon je vais dire, quels sont les athlètes sur lesquels le Bénin peut compter pour renouer justement avec ce passé glorieux dont vous parliez tantôt, avec les Georges Bokor, les Aristide Sagbo, les Nazaire Badone et autres, là. Quels sont les athlètes sur lesquels le Bénin peut compter aujourd'hui pour se renouer avec ce passé glorieux? J'avoue qu'ils sont encore nombreux. Ils sont encore nombreux. Environ combien? Bon, nous pouvons... Une dizaine, une vingtaine, une trentaine? Environ une quinzaine aujourd'hui, parce que nous avons nos yeux sur eux. Ben, l'environnement n'est pas encore totalement propice pour que nous puissions les relancer. Mais bientôt, nous allons discuter avec les promoteurs, parce que sans ceux-là, la boxe ne peut pas sortir la tête. Ça, il faut le dire, les promoteurs. Et il faut aussi que l'État essaye de tenir sa parole en matière de financement. Non pas directement de l'État, mais disons en nous aidant à mettre la main sur les différents sponsors. Parce qu'entre-temps, c'était des sociétés qui mettaient de l'argent à la disposition des promoteurs. Et aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Parce que si vous vous approchez de quelqu'un, il raisonne impôts, il raisonne taxes,
Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. On est obligé de féliciter encore une fois ce pays, le chef de l'État, qui, disons, a trouvé les moyens de demander à toutes les sociétés de mettre un peu dans le sport. Et beaucoup n'ont pas encore compris. Nous avons ce travail-là aussi que nous sommes en train de faire, et quitte à ce que les sociétés comprennent qu'il y a une ouverture, et comment qui les protège, et une ouverture qui leur permettra de venir aider la nation à travers les athlètes, et tout en n'est-ce pas, gardant, je peux dire, leur honnêteté vis-à-vis de l'État en matière de contribution, n'est-ce pas, à l'évolution de ce pays. À l'évolution de ce pays, justement. Nous allons finir par votre mot, dernier mot. Bon, je n'aurai pas de dernier mot, mais j'aurai deux mots de fin. Parce qu'il ne faut pas parler la dernière fois. Pas du tout, alors. Excusez-moi, alors, votre mot de la fin. Non, bon, je crois que je dois d'abord profiter de ce plateau pour expliquer aux amis dirigeants de clubs, les clubs déjà à jour, je les félicite, ceux qui sont allés jusqu'au journal officiel et qui nous invitent, n'est-ce pas, toutes les fois qu'ils ont une assemblée générale, qu'ils ont une activité, et à venir constater, à envoyer, n'est-ce pas, nos représentants. Je leur dis coup de chapeau. Et aux autres, je dis que le sport de haut niveau ne se décrète pas. C'est un processus long, mais très sûr. Personne, n'est-ce pas, ne sera de trop. Que les amis comprennent que le comité exécutif que j'ai ainsi honneur de diriger aujourd'hui n'a absolument rien contre personne, mais nous sommes dans une république, ce pays nous a donné la nationalité, et si la république sort ses lois, nous devons les suivre à la lettre. Mettons-nous à jour et tout ira bien. Voilà, c'était M. Pierre-Léonard Renvi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de boxe. Dans cette émission, vous nous avez donné une idée sur la santé actuelle du noblard au Bénin. Nous arrivons ainsi au terme de notre aventure de ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de votre chaîne lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée à tous et sportivement vôtre.